States and its partners have launched Operation Epic Fury. The United States just attacked Venezuela's capital, hitting military facilities in the country. President Trump ordered this operation. There were multiple explosions. Et si je vous disais que derrière les guerres de ces dernières années, il y a toujours le même pays, le même intérêt et le même résultat? Dans cette vidéo, on va décortiquer comment les États-Unis d'Amérique ont méthodiquement utilisé les conflits pour asseoir leur contrôle sur l'énergie mondiale. On va parler de la guerre en Ukraine, du Venezuela et de l'Iran. Vous allez voir que ce n'est pas une théorie, c'est documenté, chiffré et dans certains cas, ils l'ont dit eux-mêmes. Accrochez-vous, on plonge dans nos troubles. Il est 4 h du matin à Paris, 6 h à Moscou, quand Vladimir Poutine prend la parole pour déclarer la guerre. J'ai pris la décision d'une opération militaire spéciale. On ne va pas s'attarder sur les raisons profondes de cette invasion aujourd'hui. La menace de l'OTAN, la protection des populations russophones, la dénazification du pays, l'accès à la mer Noire, la restauration de l'Empire russe sur fond idéologique. Ce sont des sujets à part entière qui méritent leur propre vidéo. D'ailleurs, dites-moi, n'hésitez pas en commentaire si ça vous intéresse. Mais pour comprendre ce qui suit, il faut quand même poser quelques bases essentielles. Ce qui nous intéresse ici, c'est une donnée que les médias mentionnent rarement. Une donnée qui change complètement la lecture de cette guerre. L'Ukraine n'est pas juste un enjeu géopolitique, c'est un trésor. Le sous-sol ukrainien est estimé à 7500 milliards de dollars. L'Ukraine est au 5e rang mondial pour le fer, le graphite et le manganèse. 6e productrice mondiale de titane. Des ressources stratégiques indispensables pour l'industrie, la défense et la transition énergétique mondiale. Et voilà où ça devient intéressant. Certaines estimations, dont celle relayée par Forbes, avancent que plus de 70% des ressources minérales ukrainiennes seraient concentrées dans ces régions en guerre. D'autres analyses, comme celle d'Al Jazeera citant des think tanks ukrainiens, parlent plutôt 40% de ressources métalliques sous contrôle russe. Les chiffres varient selon les sources, mais toutes pointent vers la même direction. Les zones de combat sont assises sur une richesse colossale. Moscou n'est pas le seul à avoir les yeux rivés vers ces ressources. En 2025, Trump a négocié un accord directement avec Zelensky pour sécuriser l'accès américain à ces minerais stratégiques. C'est une issue que peu osaient encore espérer. Après 4 mois d'attente, de reports, de discussions sans fin, l'accord sur les terres rares entre Kiev et Washington est enfin signé. C'est dans ce contexte que nous allons voir comment les États-Unis ont tout fait pour couper le lien entre l'Europe et la Russie. Et l'une des preuves les plus concrètes, c'est Nord Stream. Commençons par un rappel de base. Une source d'énergie abondante et accessible est un des piliers économiques de toute nation prospère. Regardons les pays du Golfe. Leur richesse repose presque entièrement sur leurs ressources naturelles. Le pétrole, le gaz, les minerais, c'est leur moteur. L'Europe, elle, n'a pas ça, ou très peu. C'est pourquoi diversifier nos sources d'approvisionnement est une priorité absolue. Et la Russie, avec son gaz abondant et bon marché, représentait une opportunité évidente. Depuis la fin des années 90, un projet de grande ampleur réalisé avec succès voit le jour. Un premier gazoduc, Nord Stream 1. Il permet à l'Allemagne, moteur économique de l'Europe, de prospérer grâce à un gaz russe fiable et peu coûteux. Fort de ce succès, un second projet voit le jour, Nord Stream 2. 1224 km de pipeline sous la mer Baltique. Construction lancée avril 2018, livraison prévue 3 ans plus tard. Mais ça, c'était sans compter l'intervention de l'oncle Sam. 2019, Trump est à la Maison-Blanche. Les États-Unis imposent des sanctions. Le projet s'arrête net.
Argument officiel, ce gazoduc rendait l'Europe et surtout l'Allemagne dangereusement dépendantes au gaz russe. Retenez bien cet argument parce que vous allez voir ce qu'ils en ont fait quelques années plus tard. Well, remember, I'm the one that ended Nord Stream 2, going to a place called Germany, come to think of it. I'm sorry I did that. But I ended Nord Stream 2, nobody else did. And then when Biden came in, he immediately approved it. That's the largest, essentially the largest pipeline in the world, going to Germany and other countries. And by the way, we have so much oil and gas, you will not be able to buy it all. I mean, you literally, we have so much, and I hope we're going to make that a part of our trade deal because we have more than anybody else. We have actually the most, by far in the world, probably double what anyone else has. So we'll work on that. I'm sure that's something we'll discuss. Biden lève les sanctions en mai 2021. Le chantier reprend. Nord Stream 2 est finalisé en septembre 2021. La certification est en cours pour une mise en service prévue printemps 2022. Sauf que février 2022, le projet est suspendu puis définitivement enterré. Ce gazoduc aurait permis à l'Allemagne et à ses voisins de bénéficier d'une énergie abondante à des prix imbattables. Et là, on est déjà en droit de se poser une question fondamentale. Est-ce aux États-Unis de décider comment l'Europe doit s'approvisionner en énergie? If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will, I promise you, we'll be able to do it. Pendant ce temps, Poutine avance vers Kiev. L'Europe hésite, tiraillée entre la volonté d'arrêter l'invasion et la défense de ses propres intérêts économiques. Et puis un événement vient trancher le débat. Nord Stream 1 et 2 explosent simultanément au fond de la mer Baltique. Personne ne revendique l'attaque. La première explication servit en boucle sur les chaînes d'infos continues, les Russes. Réfléchissons 2 secondes. Qui irait faire sauter un projet à 10 milliards de dollars après 6 ans de construction qui lui aurait permis de vendre son gaz à toute l'Europe? C'est une manne financière colossale. Accuser la Russie dans cette direction, c'est soit de la mauvaise foi, soit une absence totale de logique. Une fois la poussière retombée, les experts s'accordent sur un point. Seule une poignée de nations dans le monde aurait les capacités techniques et logistiques pour mener une telle opération. Certains évoquent l'Ukraine, mais à ce stade de la guerre, les Ukrainiens n'auraient pas pu agir sans le soutien et l'aval direct des États-Unis. Résultat, l'Europe se retrouve privée de sa principale source de gaz bon marché, qui représentait à ce moment 40% de ses importations. Le prix du gaz est multiplié par 10 dans certains pays d'Europe, et la situation est irréversible. Et devinez qui arrive sur son cheval blanc avec une solution clé à main pendant que l'Europe applique de lourdes sanctions sur les sources énergétiques provenant de Russie? L'Amérique. Il nous propose du GNL, du gaz naturel liquéfié, acheminé par méthanier depuis les côtes américaines. Sauf que le GNL, ça ne s'improvise pas. Ça exige des investissements colossaux. Terminaux de regasification, infrastructures portuaires, capacités de stockage, des milliards engloutis dans des installations qui ne tourneront jamais qu'à 38% de leur capacité. Les conséquences? Un impact écologique considérable et surtout une nouvelle dépendance, cette fois au GNL américain, vendu à des prix sans commune mesure avec ce qu'on payait avant. Avant 2021, entre 15 et 20 euros du mégawattheure. En 2022, au pic de la crise, on parle de 320 euros du mégawattheure. Aujourd'hui, le GNL américain est estimé entre 30 et 40 euros du mégawattheure, soit le double du tarif d'avant-guerre. Et ce n'est pas fini. Depuis les débuts du conflit au Moyen-Orient, les cours du GNL sont repartis à la hausse pour atteindre environ 50 euros du mégawattheure, soit une augmentation de plus de 60% supplémentaire. On est passé d'un approvisionnement diversifié à des prix abordables à une dépendance totale au GNL américain, cher, polluant et volatile, pour lequel on a construit des infrastructures gigantesques qu'on utilisera qu'au tiers de leur capacité. Un choix présenté comme géopolitique. Mais qui paye la facture économique et climatique? C'est nous, les bons Européens.
Maintenant qu'on a compris la logique avec l'Europe, regardons du côté du Venezuela. Parce que ce qu'on vient de voir avec Nord Stream, c'est exactement le même mode opératoire qu'on retrouve ailleurs dans le monde. Le Venezuela détient la plus grande réserve prouvée de pétrole au monde. Ce n'est pas un détail anodin, c'est précisément pour ça que ce pays est au cœur de tensions géopolitiques depuis des décennies. Mais voilà le problème. Pour Washington, le Venezuela ne vendait pas son pétrole aux Américains. Il le vendait à la Chine. Sous sanctions américaines, le Venezuela s'est tourné vers Pékin. La Chine est devenue son acheteur quasi exclusif, absorbant entre 300 000 et 470 000 barils par jour. Et en décembre 2025, PDVSA, la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne, expédiait plus de 600 000 barils par jour vers la Chine, soit près de 80% de ses exportations totales. Mais ce n'est pas que du pétrole. Entre 2000 et 2023, la Chine a injecté 106 milliards de dollars au Venezuela sous forme de prêts, d'investissements et d'effacement de dettes. Une part croissante des échanges Venezuela-Chine s'est faite en dehors du dollar. Remboursement en barils, transactions en yuan, montage financier de contournement. En vendant son pétrole hors de la monnaie américaine, le Venezuela ne menaçait pas seulement des intérêts économiques, il touchait directement au système du pétrodollar. Et ça, pour Washington, c'est une ligne rouge. En 2019, Trump impose des sanctions massives sur PDVSA. Résultat immédiat, les exportations vénézuéliennes s'effondrent, passant d'environ 1,5 million de barils par jour à seulement 200 000 début 2020. L'économie vénézuélienne est mise à genoux. La population en paie le prix fort, mais l'objectif n'est pas humanitaire, il ne l'a jamais été. Et là, on arrive à un temps fort de cette guerre. Des forces américaines capturent physiquement le président Maduro, et Trump annonce publiquement que Washington est désormais en charge du Venezuela et de ses réserves pétrolières. Il annonce même que 30 à 50 millions de barils de pétrole vénézuélien seront vendus directement aux États-Unis au prix du marché. On ne parle plus de démocratie, on parle de barils. Et le plus incroyable dans tout ça, ils l'ont dit eux-mêmes. Stephen Miller, chef de cabinet adjoint de Trump, a déclaré que la mise sous contrôle du Venezuela s'inscrivait dans une stratégie large. Empêcher les pays de l'arrière-cour américaine de fournir des ressources à leurs adversaires, en tête de liste, la Chine. We live in a world, in the real world, Jake, that is governed by strength, that is governed by force, that is governed by power. These are the iron laws of the world that have existed since the beginning of time. But in terms of day-to-day operations in Venezuela, that is acting President Rodriguez, right? It's not some sort of American emissary. What I'm saying is, we'll keep going here, Jake, so I want to say what I'm saying and then you'll follow up. But what I'm saying is just one level above that, which is that by definition, we are in charge. Because we have the United States military stationed outside the country. We set the terms and conditions. We have a complete embargo on all of their oil and their ability to do commerce. So for them to do commerce, they need our permission. For them to be able to run an economy, they need our permission. So the United States is in charge. The United States is running the country during this transition period. Ce n'est plus une théorie, c'est assumé, public et documenté. Pour la Chine, perdre le Venezuela, ce n'est pas seulement perdre du pétrole bon marché, c'est perdre une position stratégique majeure dans la compétition mondiale pour les ressources. Dans cette guerre éclair que Poutine aurait sûrement appelée une opération spéciale, nous avons un exemple supplémentaire qui expose clairement la volonté américaine de dominer leurs adversaires en prenant le contrôle de l'énergie. « 28 février 2026, les États-Unis envoient une flotte massive de navires de guerre dans le détroit d'Ormuz et lancent l'opération Epic Fury. Une fois de plus, les États-Unis imposent un blocus complet sur les exportations d'un pays. L'opération se répète. Vous commencez à connaître le mode opératoire.
Après avoir isolé l'Europe du gaz russe et repris la main sur les flux du Venezuela, le regard de Washington se porterait désormais sur un point encore plus névralgique, l'île de Karg, le poumon pétrolier de l'Iran. Pour comprendre l'enjeu, il faut relier les points. En Ukraine, les États-Unis auraient réussi à transformer l'Europe en un client captif, forcé d'acheter du GNL et du pétrole de schiste américain au prix fort. Au Venezuela, la manœuvre viserait à évincer la Chine de son fournisseur historique pour que Washington puisse décider de la destination de chaque baril. En acceptant d'être payé en yuan, l'Iran et le Venezuela permettent à Pékin de contourner totalement le système dollar. Pour les États-Unis, briser ces flux, c'est avant tout briser l'émergence d'une finance mondiale qui échapperait à leur contrôle. Officiellement, l'intervention en Iran ne serait que l'acte final afin de stopper le programme nucléaire. Officieusement, il s'agirait entre autres de resserrer l'étau énergétique autour de la Chine. C'est ici que le mécanisme financier se révèle. Contrairement au pétrole iranien ou vénézuélien qui ne coûte que quelques dollars à extraire, le pétrole de schiste américain est une industrie lourde et coûteuse. Pour être rentable et rembourser les emprunts colossaux des banques de Wall Street, le prix du baril doit rester élevé, idéalement entre 65 et 70 dollars. En bloquant les exportations de l'Iran et du Venezuela, les États-Unis retireraient des millions de barils bon marché du marché mondial. Mathématiquement, la rareté fait monter les prix. Si le golfe Persique est verrouillé, les cours explosent, au-dessus de 100 dollars le baril. À ce prix-là, le schiste texan devient pas seulement rentable, il devient la ressource la plus lucrative et la seule disponible pour remplacer le vide laissé par l'Iran. Mais ce contrôle du golfe serait aussi un avertissement envoyé à l'Arabie Saoudite. En montrant qu'ils peuvent paralyser la région, les États-Unis rappellent à Riyad que sa sécurité dépend exclusivement de Washington. Un message limpide pour décourager la monarchie de succomber aux tentations de vendre son pétrole en yuan à la Chine. Notez que j'ai volontairement laissé de côté l'implication d'Israël et de Netanyahou dans l'attaque sur l'Iran. Non pas que le sujet soit secondaire, mais bien au contraire, il mériterait une vidéo à lui seul. Aujourd'hui, je souhaite rester focalisé sur l'angle purement énergétique, car c'est là que se joue le véritable survie économique des blocs. Les événements en Iran sont toujours en cours et leur issue reste incertaine, mais la trajectoire est tracée. Sans alternative russe, vénézuélienne ou iranienne, l'achat de pétrole américain ne serait plus un choix, mais une obligation de survie. En résumé, ce que nous observons ici, c'est une réécriture méthodique des règles du jeu mondial. Ce n'est pas une suite de conflits isolés, c'est un plan d'ensemble. D'abord, on neutralise la concurrence russe pour capturer le marché européen. Ensuite, on reprend le contrôle des réserves vénézuéliennes pour asphyxier l'industrie chinoise. Et enfin, on verrouille le golfe Persique pour s'assurer qu'aucune goutte de pétrole bon marché ne vienne casser les prix. Mais la domination ne s'arrête pas aux ressources, elle passe par les routes. En reprenant le contrôle du canal du Panama et en lorgnant sur les routes du Nord via le Groenland, Washington installe un péage mondial. Les États-Unis n'ont plus besoin d'occuper physiquement chaque pays, ils s'imposent comme le douanier universel de l'énergie. En neutralisant l'Iran et le Venezuela, Washington a réussi un hold-up parfait. Transformer le pétrole de schiste américain, autrefois trop cher et fragile, en la ressource la plus précieuse et la plus indispensable de la planète. Ce n'est plus seulement de la géopolitique, c'est de la survie impériale par le contrôle du robinet. La véritable victoire de l'oncle Sam n'est pas d'avoir gagné ses guerres, c'est d'avoir forcé le reste du monde à financer sa puissance à chaque fois qu'une usine s'allume ou qu'une voiture démarre. Le monde voit désormais clair dans ce jeu d'échecs à ciel ouvert. La liberté n'est qu'une illusion quand celui qui tient la valve décide du prix de votre survie. Je remercie ceux qui sont encore là et qui ont pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Il y a plein d'aspects de ces sujets que je n'ai pas pu aborder afin d'exposer la situation en moins de 30 minutes. Mais n'hésitez pas à apporter votre point de vue dans l'espace commentaire. Cette vidéo est à but instructif mais également participatif car je souhaite qu'on débatte tous ensemble de certains sujets qui m'inquiètent mais qui devraient également tous nous inquiéter.